Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous à cette fin d'après-midi, début de soirée, court vers la transition. Donc, un programme court du Festival Cinévert qui se présentait ici dans le cadre de la troisième édition en ligne pour une deuxième année consécutive en raison des mesures sanitaires en vigueur. Mais ce qui fait qu'on est à plusieurs endroits en même temps. On est ici sur la page Facebook en direct, page Facebook de Cinévert, page Facebook de Suco et de Funambule Média, qui sont les deux instigateurs du festival, ainsi que la page de la Maison du développement durable, qui est un partenaire important de l'événement. Donc, avant de commencer, on a l'habitude de prendre un moment pour reconnaître, souligner que nos activités sont organisées et se déroulent pour la plupart en territoire autochtone non cédé. Donc, ce soir, on vous présente un panel spécial parce qu'on est chanceux, là, on a les réalisateurs et réalisatrices de 4 des 5 films qu'on vous présentait dans le cadre du programme court. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu les films, sachez qu'il n'est pas trop tard, là, vous avez jusqu'à vendredi minuit pour voir gratuitement les films sur la fabrique culturelle. Donc, vous allez pouvoir voir tous les films qu'ils ont faits. Il y en avait 5. On a 4 des 5 réalisateurs. Donc, justement, pour nous parler de leur film, je vous les présente. On a Nicolas Coupet ici avec nous. Bonsoir, Nicolas. Bon après-midi. Réalisateur de L'éléphant blanc du Saint-Laurent. Merci d'être là avec nous. On a Charles Vincent. Ici, dans ton cas, c'est pas mal plus bonsoir parce que tu es en France. Tu es réalisateur de Cockney. Donc, c'est bon de te voir. Ça va bien? Ouais, ça va. Salut à tous. Salut, merci. On a Sandra Winter. So, hi Sandra, réalisatrice, director of Lowland Kids. Sandra elle parle anglais, donc on va faire un panel bilingue ce soir. Good afternoon, good evening, Sandra. Hi. Yeah, don't speak French, but yeah, I'll try my best to Awesome. follow. Thank you for trying. Jérémy Battaglia, réalisateur de COVID-19, l'alimentation de demain, qui est un film commandé, présenté sur le site de l'ONF. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir. Salut, merci. Et finalement, il y avait Kelani Mam, qui est la réalisatrice de Lost World, le dernier film, le dernier des 5 films qui fait partie du programme court, qui n'est pas avec nous ce soir. On essaiera quand même de mobiliser nos intervenants autour de son film pour pas qu'il soit dans l'oubli. On a quelque chose à en dire, mais elle ne pouvait pas être avec nous ce soir, malheureusement. Donc, moi, je m'appelle Stéphane Bourbeau, j'anime des projections pour Cinévert, pour le cinéma sous les étoiles depuis plusieurs années. Je travaille comme enseignante, puis je suis une citoyenne engagée. Donc voilà, je suis avec vous ce soir. Pour vous dire, là, ceux qui en sont peut-être à leur première expérience, et avant de commencer la discussion, quelques mots sur Cinévert. Ce que c'est, ben, c'est un festival de films documentaires sur l'environnement. On en est à notre 3e édition. Ce que vise le festival, mais c'est de faire rayonner des œuvres cinématographiques locales et internationales, en plus de créer des espaces d'échange pour ensuite favoriser justement la mobilisation citoyenne et la mise sur pied d'initiatives porteuses en matière de transition écologique. Donc, le festival est le fruit d'une collaboration entre SUCO, un organisme de coopération internationale qui travaille à l'amélioration des conditions sociales, économiques et environnementales qui prévalent dans les pays du Sud, les pays qu'on appelle en développement, et de Funambule Média, qui fait dans la production et la diffusion de cinéma documentaire à caractère social et politique, à qui on doit notamment le cinéma sous les étoiles. Donc, cette année, on présente 9 longs métrages qui sont diffusés gratuitement sur Tank jusqu'au 24 avril, chacun pour des périodes données. Mais allez voir sur la plateforme Tank, T-E-N-K, pour voir nos films dans le programme long. Et une sélection de 5 courts-métrages qui sont diffusés sur la fabrique culturelle jusqu'à vendredi. Donc, ils étaient disponibles pendant une semaine. Puis tous les jours, on vous présente des panels en ligne, des Q&A, des discussions pour parler avec les cinéastes, avec les artisans qui ont travaillé sur les films, qui ont collaboré au film, ou encore avec des spécialistes des enjeux qui sont abordés dans les documentaires.
Donc, la discussion de ce soir, on a une discussion d'1 heure et quart, 1 heure et demie. On vous invite, cher public, à nous poser vos questions dans la section commentaires. On va essayer d'y répondre en temps réel. Donc, chaque cinéaste va pouvoir prendre la parole. On a divisé la discussion en 5 thèmes. D'abord, on va parler du film, de la motivation des cinéastes à faire leur film. Ensuite, de la réaction. Donc, est-ce que leur film, le film documentaire, est-ce que c'est un réel outil pour la transformation sociale? Finalement, on va parler de qu'est-ce que ça veut dire pour un cinéaste de s'attaquer, puis de tenter de saisir la nature, le territoire, et aussi de tenter de saisir les gens, l'authenticité des gens. Donc, le double défi que comporte le fait de filmer la nature, puis les gens, justement, dans les documentaires caractère social et politique. Finalement, on va tenter de faire une synthèse, justement, de ce qu'on devrait garder de chacun de ces films-là. Et finalement, les espoirs et les besoins de mobilisation pour chacun des sujets qui ont été abordés dans les films. Donc, en gros, c'est à ça que vous pouvez vous attendre ce soir. Je commence tout de suite pour nous parler de son film, Nicolas Coupet. Peux-tu nous parler un peu de ce qui t'a motivé à faire ton film L'éléphant blanc du Saint-Laurent? Je sais que c'est un projet que tu as fait dans le cadre de ta formation à l'École des métiers du cinéma et de la vidéo de Rivière-du-Loup. Et je suis curieuse de savoir, est-ce que c'était la proximité géographique? Est-ce que c'était un accès à ton sujet? Est-ce que c'était une passion de longue date? Qu'est-ce qui t'a motivé donc à faire ton film? Ben ouais, comme tu l'as dit, donc je suis étudiant à Rivière-du-Loup en cinéma. Puis je vais être vraiment honnête, la situation des Belugas, je la connaissais pas avant d'arriver ici. Donc il y avait clairement le côté géographique qui m'a aidé. Et c'est surtout une rencontre. J'ai fait une rencontre vraiment fortuite avec Dwayne, mon personnage principal, qui est très très passionné, qui communique sa passion et son combat. C'est vraiment parti de là. On a créé un lien d'amitié en fait assez rapidement. Et puis moi, je réfléchissais à des idées documentaires pour l'école. Et en fait, ça a fait sens d'un coup. Je me disais, bah ouais, j'habite à quelques kilomètres de là où il y a des pouponnières de belugas pas loin. Puis ça a fait sens. Donc les deux, une rencontre et la proximité géographique, ça a vraiment joué là-dessus. Les deux. Ouais. Puis toi, Charles, tu es aussi Charles Vincent, réalisateur de Courtenay. Tu es aussi étudiant à Rivière-du-Loup. Tu as réalisé ton film dans le cadre justement de tes études. Toi, par contre, ça se passe en France. Qu'est-ce qui a motivé donc ton projet de film, ton choix de sujet? Moi, du coup, comme Nicolas, on est de la même promotion. On devait faire un film à peu près sur les mêmes dates. Et ben, moi, en fait, ça s'est fait un peu sur le tard parce qu'à la base, j'étais censé rester au Québec. La situation a fait que je suis rentré. Et moi, le film que j'ai tourné, je l'ai tourné à 10 minutes de chez moi, en fait. Et moi, à la base, je suis pas du tout. C'était le premier éco-village même dans lequel j'ai mis les pieds. Et en fait, je suis tombé sur un article de journal sur ce lieu-là. Et il s'avère que le personnage Courtney, on s'était pas parlé depuis 10 ans, mais qu'on se connaissait. Et en fait, en fait, le sujet m'intéressait. Je repense à des amis de la promotion où on se disait quand on se penchait sur notre avenir que en fait, ce qui avait du sens, ça pourrait être de se retrouver dans un éco-village à plusieurs, tenter de bâtir une certaine autonomie alimentaire. Et je me suis dit, bon, bah, je pense que là, c'est un bon défi. Et puis en même temps, raconter une histoire dans ce territoire, du coup, qui est le mien, c'est vraiment en campagne. Ça avait du sens. Merci. Toi, Jérémy, c'est autre chose complètement. Hein? C'est pas la proximité géographique qui t'a motivé à faire ton film. Veux-tu nous raconter un peu ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es ramassé à faire un film sur Zoom sur la COVID-19 et En fait, l'alimentation? pendant la première vague, j'ai développé avec la réalisatrice Valie Fugulin un projet pour l'Office national du film du Canada autour de la réaction des entreprises, des petites et moyennes entreprises à travers le Canada à la pandémie, comment ils s'adaptaient à ce qui se passait. Donc, on a fait une série d'entrevues avec une vingtaine d'entrepreneurs à travers le Canada avec des capsules qu'on mettait en ligne sur un site qui s'appelle Pivot. Et à l'automne, alors que la deuxième vague commençait, l'ONF m'a demandé si j'étais intéressé de faire un format court avec une partie du matériel.
Donc c'est un peu à l'envers de ce que je fais d'habitude, dans le sens où d'habitude ça part d'une idée que j'ai. Donc là j'avais comme cette carte blanche, sauf que la seule contrainte c'était que j'utilise le matériel que j'avais. Et de toutes les discussions qu'on a eues avec Vali, pour moi il y avait vraiment quelque chose qui se démarquait, c'était la question de l'alimentation. Il y avait notamment 2 intervenants qui m'avaient particulièrement intéressé pour leur discours en fait sur l'alimentation et comment ce qu'on vit actuellement avec la pandémie pouvait être un vecteur de changement dans notre rapport à l'alimentation. Parce que c'était moi-même des questions que je vivais pendant la pandémie, à savoir où est-ce que j'achète ma nourriture, qu'est-ce que j'achète comme nourriture, et le désir aussi de revenir à un circuit plus court. Donc c'était un film tourné de chez moi sur Zoom, ce qui était aussi une expérience intéressante. De chez toi, carrément, hein? Oui, de chez moi. À la maison. So Sandra, I was asking everybody what was their motivation to do the film. So Nicolas and Charles, who are both students at the moment, they did their film at a school in Rivière-du-Loup, which is on the St. Lawrence River. They both talked for different reasons. Nicolas ended up doing his film in Rivière-du-Loup. There was this idea of proximity that kind of dictated his subject, whereas Charles went back home to France, and it was also the proximity that kind of gave him this idea for the film. Jérémy was a completely different story. It was, how do you say in commande, an order, the National Film Board, in commande, they asked the film with material that he had already produced in the beginning of COVID. So it was basically a Zoom movie, home movie. What about you? What was your motivation to go to down in Louisiana, and do that film? Yeah, I mean, I was very lucky. You know, my good friend William Krause, the producer of the film, sort of came to me, and we had both been just reading articles about the resettlement of Ile-de-Jeune Charles. You know, it was quite a big deal when the piece of land was purchased in 2018 that this community was relocating to. And so we just thought there was a really big and important story there. But I was very curious to sort of meet some of the residents and maybe find a little bit of a different angle on the story. I think, you know, I hadn't really seen, you know, the youth's perspective in any of the news coverage. And so that was just really interesting to me. You know, what does it mean for, you know, a young person or a child to be going through this and having, you know, this beautiful backyard that you have sort of taken away, and you know, your life potentially taking a different course from that. And so, yeah, we went down and we had a local fixer that we worked with down there, and he had told me that he was going to introduce us to this family, the Brunet family, but that there was no guarantee that these teenagers would film with us because they said no to everyone and every journalist that came around. And, you know, we just showed up. And I think after a while, you know, we at first just was hanging out with them with no cameras. And I think after a while, you know, we were able to build some trust. And I just thought that family was so beautiful, and I felt they had lost a lot already. And I was very moved by it all. And, you know, that sort of, I think I felt a lot, you know, I felt something when I was spending time with them. And so, you know, that's kind of what kept me coming back to their house and filming with them. And the story kind of grew from there. So you went back many times? Yeah, like you didn't stay there the whole time. Yeah, we spent like a week on the island on our first trip, and we knocked on a lot of doors and talked to a lot of different families, but we sort of kept coming back to the Bernay's house and checking in on them. And then at the end of that trip, I could feel that, like, you know, I really wanted to spend a lot more time with them. We went back and started editing, and then on our second trip, you know, we primarily focused on them. You know, I kind of felt like that was where the heart of the story was with them. And yeah, it worked out in the end. There was a lot of people telling me along the way, like, you need different perspectives and you need to include a lot more people. But there's just something to me in the simplicity of just following this one family through it that just felt right. Yeah. So. Thank you.
this is what I need to translate, sorry. Alors, Sandra, ce qu'elle nous dit, c'est que pour elle, c'était pas nécessairement la proximité, mais c'est son producteur là, qui lui a dit écoute, j'ai cette idée, il y a l'île Jean-Charles en Louisiane, on devrait y aller. Donc, en 2018, ils ont commencé à aller voir. Puis, ils voulaient. C'est une histoire qui avait déjà été couverte par plusieurs médias, là, celle de l'érosion, la perte du territoire. Donc, ils ont essayé d'avoir un angle qui était plutôt autour de la jeunesse, puis ils ont trouvé un fixeur, quelqu'un sur place qui allait les mettre en contact avec des gens. Donc, c'était pas par proximité, c'est pas un sujet qu'elle connaissait déjà, mais c'est un sujet qu'elle a appris à apprivoiser. Les jeunes, au début, ne voulaient pas participer à son film, mais au cours de ses voyages, elle a réussi donc d'abord sans caméra, mais à se rapprocher, puis à faire son film, à construire son film autour de la famille René. Puis elle dit qu'il y a plusieurs personnes qui lui ont dit de renoncer à ce choix-là, on ne pas se concentrer sur une seule famille parce qu'elle perdrait des perspectives, mais elle avait comme l'intuition que c'était là le cœur de l'histoire. Donc je pense qu'elle est contente. You're happy now that you chose this, not the single perspective, but you focused on them. That you were right. The heart of your story was there. Yeah, I felt that way. Yeah, I think for a longer film, which we're actually doing now, we're doing a feature version of the short, and we were just filming for a week in Louisiana. I think it's important that we understand the different processes and the people involved, in the location at a more sort of political and state level. But for this specific short, it felt like the right move to just keep it very centered on them. Yeah. Très intéressant. Donc, elle complète en disant, Sandra dit, là, on est en train de travailler sur un projet de long métrage. Donc là, pour le long métrage, bien sûr, on va essayer d'avoir plusieurs perspectives, puis leurs implications au niveau comme de l'État, puis au niveau au niveau fédéral, donc du pays. Donc, pour un long métrage, oui, mais pour le court métrage, c'était ça le désir. You're not the only one who did that. I feel like both Charles and Nicolas kind of focused their film on one person. Je pense que c'était une découverte aussi pour toi, Charles. Tu travailles sur un éco-village, mais finalement, tout ça se cristallise autour d'un seul personnage. Nicolas, on sent que Douane, le capitaine, est aussi au cœur quand même de ton film. Est-ce que vous avez des choses à commenter justement sur ce qui arrive quand on choisit un sujet, mais finalement qu'on choisit une personne? Si jamais vous avez envie de rebondir. Moi, j'avais juste une petite question pour Sandra, si c'est possible. Bien sûr, oui. Hey, Sandra, I was just wondering, you said that a lot of people tried to approach this family before you did, right? A lot of journalists. In your opinion, what made them trust you more than all the other people that approached? Parfait, I'm just going to translate a second. Alors, il pose la question, pourquoi, non pas moi, pourquoi, selon elle, est-ce que les jeunes ont choisi de s'ouvrir à elle et non pas justement aux journalistes et aux reporters qui étaient allés avant puis qui s'étaient vu fermer la porte. Donc, pourquoi la confiance ici? I think it was a combination of a few things. I think the teenagers especially felt that a lot of journalists would say, can we just have 10 minutes of your time? And then an hour and a half later, they would kind of feel forced in this interview and kind of forced to say things, that potentially they weren't feeling or using terms that they weren't necessarily comfortable with. Just because I think that's kind of, that can be the nature sometimes of journalism, like you're going in and you want to get the story, and I think they, these kids are very smart and they just had experienced that over and over, of people sort of saying, we're just going to ask you a couple questions, and then they would turn into a lot more. But I think in addition to that, I think my approach was a lot more about just portraying them as a beautiful family and, portraying like the lives that they live, and not sort of as much putting them in this box of, look at these climate refugees that have nothing, but instead sort of flipping it around and saying, look at all the things they do have, look at everything they've built together as a family, look at this beautiful piece of land that they get to wake up to every morning. I think it was a more positive approach in that sense, and I think they responded really well to that and wanted to be a part of that. So, yeah.
I really felt like you built a very close relationship with them in the movie. You can tell that you were close to them. That's something that really stood out. Thank you. Yeah, we became very close, and these kids lost their parents at a very young age, and their uncle Chris has been raising them, which obviously you learn in the film. And I think, they liked having us around. They liked, when the crew was around, cracking jokes on the porch. And, I think, they saw that we honored, them and their time. And I think in the end, they were sort of like, wait, can't you just hang out here all the time? So, that was a really special thing. And it's been very special to be in their lives, since we filmed, and now again filming with them. Yeah, it's really special. Thank you. So your feature film, you're still spending time with them? Yeah, we were just there a week ago, and so this beautiful smile, well, yeah, I just love them. I just think they're amazing. I mean, there's some sad parts to it too. I mean, both Juliet and Howard have dropped out of high school and, have started, working, and I think don't feel that there are a lot of opportunities out there for them, and we've sort of done what we could, I think, in sort of saying, hey, we're here and we'll help you. And, if you want to go to college, we're here to support, with applications or however we can help. But there's also sort of a boundary and a limit to how much you can, as a documentarian, go in and affect people's lives. And in that sense, when you're not around them 24/7, and, they're happy. And I think that's the most important thing. I think generally they're very happy and very optimistic about the future. And so that's very exciting. But there's still some parts to it where I feel like, just finish high school, just do these things. And, but it's up to them, and it's their lives. But it is nice to just be there with them through it, as they navigate all the stuff that is coming at you when you're a teenager, which is a lot. Right. So. Thank you so much. So I'll try to translate that. Donc, la réponse à la question pourquoi s'être ouvert, pourquoi avoir fait confiance justement à Sandra puis à son équipe plutôt qu'aux journalistes qui sont venus avant, mais elle dit, je pense qu'il y a comme cette manière-là dans le travail journalistique parfois, je vais te poser quelques questions, finalement 10 minutes se transforment en 1h30, il y a une histoire qui est comme écrite d'avance, puis on cherche seulement les témoignages pour soutenir l'histoire. Donc, je pense qu'elle évoque ce sentiment de peut-être parfois devoir utiliser des mots qui sont des mots étrangers, qui n'ont aucune connotation ou aucun impact affectif là, chez les jeunes, de devoir comme faire pitié, d'être représentée comme des victimes, alors qu'elle avait une approche beaucoup plus légère, sincère, positive, puis qu'elle a toujours cherché à respecter leur temps, à honorer leur temps, puis à honorer leur histoire, de montrer quand même ce qu'il y a de beau dans leur vie, là où ils se réveillent tous les matins, tout ça. Donc, elle parle de ce changement d'attitude, de cette différence, d'attitude entre parfois peut-être le travail des journalistes et le travail d'une documentariste comme elle. Est-ce que, Charles, tu avais envie d'ajouter quelque chose? Toi aussi, tu as, finalement, tu t'es trouvé à faire un film sur quelqu'un. Mon film est clairement un portrait, donc le portrait de Courtney. Moi, c'était une volonté dès le départ, en fait, parce que ce qui m'intéressait, comme je disais, on se connaissait d'il y a longtemps. Mm-hmm. Et bref, je savais déjà qu'il allait faire quelque chose de brillant dans son domaine, qui est l'informatique, la robotique, tout ça. Et en fait, moi, de base, donc, c'était sa trajectoire qui m'intéressait. Donc, c'est sûr que j'avais un peu aussi ce dilemme de mettre de côté, on va dire, quelques fondements de son lieu où il y avait la place pour peut-être aller un petit peu explorer tout ça. Mais c'était un parti pris dès le départ. Et je pense que c'est aussi que, pour le coup, c'est pas un film de commande, c'est un film de fin d'études. Il y avait une contrainte qui était entre 12 et 15 minutes. Et je me sentais, en tant que cinéaste, c'était une approche qui me parlait beaucoup plus pour réaliser quelque chose dans ce format-là. Parfait. Si vous voulez, on passe peut-être à la deuxième question, justement, savoir comment ça a été pour vous le travail
avec le cinéma, travailler sur des enjeux qui sont sociaux et politiques. Donc, dans quelle mesure ou comment est-ce que les gens ont réagi à votre film? Est-ce qu'ils ont réagi fortement? Est-ce que pendant que vous les filmiez, est-ce que vous sentiez en tout cas que pardon, j'ai comme perdu mon fil. Est-ce que vous sentiez que les gens étaient intéressés à participer à votre film? Puis est-ce que vous avez l'impression que votre film a ce potentiel justement d'être un outil de transformation sociale? Si vous sentez les reins assez solides pour commenter de manière plus large le cinéma comme outil de transformation sociale, allez-y. Mais sinon, on peut parler de votre film en particulier. Comment est-ce que ça affecte les gens qui le voient, qui le reçoivent? Jérémy, veux-tu commencer? Dans mon cas, en fait, moi, pour les deux personnages que je rencontre virtuellement, c'est Lil McPherson et Dave Cronenberg. Je pense que les deux sont donc, Lil est restauratrice et agricultrice, et Dave est agriculteur. Et les deux sont déjà sont convaincus de l'importance de changer la façon dont on s'alimente, et notamment le circuit de l'alimentation. Et ils sont dans l'action, et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les films de Nicolas et de Charles. Ce sont des personnages qui sont déjà dans l'action, qui ne sont pas passifs juste par rapport à ce qui se passe. Et donc eux, ils n'ont qu'une envie, c'est pouvoir communiquer et mobiliser un maximum de gens et les convaincre de l'importance et de la faisabilité en fait de ce qu'ils font. Donc pour moi, vu que moi j'avais cette contrainte-là technique du Zoom, donc l'idée de la discussion s'est imposée assez rapidement parce qu'il y avait quelque chose de passionnant, juste de les écouter, nous parler de ce qui les passionne, plutôt que d'essayer de l'habiller forcément de visuel ou autre. Donc il y avait quelque chose de très abrupt. Donc pour moi, je le vois un peu comme en tout cas, c'est comme ça, j'ai l'impression qu'il est reçu, c'est comme un bon moyen de démarrer une conversation. Parce que ça ouvre la porte sur une autre réalité, peut-être que aussi, même moi, je ne connaissais pas il y a pas si longtemps, dans le sens où je connaissais les circuits courts, mais je ne connaissais pas, par exemple, ce qu'avait fait Dave, en l'espace de quelques semaines, il a monté un site web au début de la pandémie pour mettre en vente tous ses produits qu'il produisait, parce que tout était fermé, donc du jour au lendemain, il n'avait plus aucune commande des restaurants, etc. Et aussi les produits des agriculteurs autour de sa ferme. Donc, il a essayé de centraliser tout ça. Et donc, après, de livrer ça directement aux gens. Et moi, je suis assez fasciné par ce genre de personnes qui, en l'espace de quelques jours, sont capables d'avoir une idée, la mettre en place et que ça fonctionne en plus. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une demande. Et aussi, bon, après en arrière, pour moi, la question aussi, je pense que c'est là où ce que j'ai envie de laisser peut-être aux gens, c'est est-ce que tout ça c'est temporaire, ou est-ce que ce changement, en tout cas cet intérêt qu'on voit pour ces questions-là actuellement à cause de la pandémie, est-ce que ce sont des choses qui vont rester, ou est-ce qu'une fois qu'on va revenir à la vie d'avant, j'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas que la pandémie sera terminée, est-ce qu'on va retrouver nos anciennes habitudes qui sont pas forcément que des bonnes habitudes? Merci. Puis par rapport aux autres films qui faisaient partie justement du programme sur la COVID, est-ce que tu as eu le sentiment que ces films-là allaient justement transformer même notre expérience à l'intérieur de la pandémie avec les contraintes qu'on a? Est-ce que les films, est-ce qu'ils opèrent dans la société? C'est difficile parce que ce que je trouve délicat avec des sujets comme celui-là, c'est qu'on est en train de le vivre encore. Ouais, donc pour moi, j'ai pas approché ce film comme j'approche mes autres projets. Moi, mon travail documentaire est plus sur des personnages, sur des questions aussi en lien avec le corps, avec toutes les questions de contrôle dans nos vies, que ce soit justement par le corps ou par le sport notamment. Donc là, c'était comme quelque chose de complètement différent aussi pour moi, ce qui était aussi tripant dans le contexte dans lequel on vivait. Il y avait mais je me questionne encore sur le manque de recul qu'on a. Ouais. Donc, pour moi, c'est difficile avec ce film, c'était difficile de poser des constats qui étaient drastiques parce que je n'ai pas ce recul-là, je ne le sais pas. Donc, ce sont des bons moyens pour poser des questions. Et je pense qu'actuellement, c'est bien qu'on pose des questions parce qu'on a besoin de questionner ce qui se passe. Sinon, c'est déprimant. Là. Merci. C'est vrai que c'est dur, hein, le commentaire du temps présent, c'est comme le cauchemar des historiens, des politologues. Oui. C'est dur. Est-ce que, Charles, toi, veux-tu nous dire comment ça s'est passé, la réaction, la réception de ton film? As-tu l'impression que ton film
transforme les consciences, fait quelque chose, ouais. Je sais pas s'il transforme vraiment les consciences. J'ai pas encore en fait eu la chance non plus de montrer mon film à énormément de personnes. J'ai eu quelques retours comme quoi parfois on pouvait rester aussi sur sa fin, ce que je trouve intéressant, car en fait ce que j'ai filmé c'est le tout début d'un projet ambitieux et du coup les gens en fait veulent voir la suite et si ce projet va marcher. J'ai aussi eu des retours positifs et notamment ce que je trouve intéressant, c'est de gens d'accord ou non avec Courtney, mais ça ouvre en fait des discussions. Donc j'espère que le film en fait peut inspirer des gens, qui peut aider notamment à accompagner des transformations sociales. Je rejoins Jérémy sur moi, en fait, à la base, pareil, moi, c'était un défi dans le sens où ce qui m'intéresse avant tout, les sujets où je suis plus spécialiste, c'est le sport et la politique notamment, ce qui est entremêlé entre les deux. Et, euh, et je sais que mon personnage Courtney, en fait, ça avait du sens pour lui. Du coup, on était en plein Covid, ça faisait quelques mois, et ça avait du sens pour lui. Ce qui faisait d'autant plus parce que notamment des thématiques qu'on peut trouver dans le film de Jérémy sur les circuits courts, sur cette manière-là de consommer, d'acheter différemment, de produire différemment, eux les appliquaient déjà. Donc là-dessus, je trouvais ça intéressant. Et ouais, je pense que je sais pas si mon film, en tout cas, est un outil de transformation sociale, mais le cinéma l'est pour moi définitivement. Je suis curieuse de t'entendre. Est-ce que tantôt Sandra nous disait que son court-métrage va donner lieu à un long-métrage sur lequel elle travaille présentement? Est-ce que toi, c'est un projet, un rêve, une idée justement de prendre ce film-là puis faire en sorte que les gens restent plus sur leur faim, d'aller en profondeur? Bah, c'est quelque chose qui me plairait. Après, il faut laisser du temps, je pense, déjà que le lieu se développe beaucoup. Moi, je pense pas qu'il y avait moyen de continuer encore pour un truc plus long. Mais je pense que ce serait intéressant juste parce que en plus ils sont énormément dans une démarche de se re-questionner continuellement. Ils espèrent que ça va changer, que certains de leurs préceptes vont changer, vont être voués à se transformer. Donc je l'espère. Est-ce que ça se fera? Je sais pas, mais je l'espère. Ouais. Merci. Une autre petite question, tu dis ils, tu parles au pluriel. Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce que dans le film, on est surtout autour de la personne de Courtney? Est-ce qu'ils sont rendus nombreux, nombreuses? Il y a énormément de mouvance, on va dire, sur le lieu. Moi, j'y suis pas retourné depuis un certain temps, mais quand j'y étais, on était à peu près 8 ou 9. Je sais qu'il y en a qui sont partis, qui sont pas forcément amenés à revenir maintenant, d'autres personnes qui vont venir, des gens à peu près de toute la France, notamment beaucoup de gens qui sont dans des milieux plutôt antispécistes. Donc, je dis, il est évident que pour le moment, il y a quand même une ou deux personnes, Courtney notamment, qui sont, on va dire, qui tiennent le projet. Après, leur vocation, ils savent très bien que c'est par le collectif qu'il va se passer des choses. Donc, OK, merci. Merci beaucoup. Sandra, my question was about so documentary or film as a tool for social change. Do you feel like, I know your film was shown in many festivals online for the most part. What was the reaction to your film? Do you feel like your film kind of, although you chose to make it to have a different angles, like aesthetic angle and a different angle in your storytelling, do you feel like your film is doing change, social change? I think what we learned, which I thought was really beautiful, was that no matter sort of the audience's political beliefs, I think it really resonated. I mean, you know, you go to the South and you know, not far from where this community live, you'll have a lot of people that, you know, to a degree are climate change deniers and feel that it's not, you know, real because they may not be feeling it the same way that these coastal communities are. And I think what the film did was that it sort of reached audiences and moved audiences, you know, in a way that I did feel was quite like unique, you know. And so that was really amazing to see. I think a lot what we discovered was that a lot of people in the US just had no idea, you know, that this is happening on US soil, you know, and it's not just coastal erosion and land loss, you know, there's so many things happening from, you know, the wildfires in California to,
you know, like hurricanes getting stronger and stronger every year, destroying parts of Florida and the South. And, you know, I think the film just kind of, yeah, it like put a face to all of it and went really close to the people that are right in the impact zone and experiencing it. And I think the term America's First Climate Refugees is something that even the residents have like a hard time sort of identifying with. And now, having had more conversations with the state too, they're sort of saying, we're not sure that's the right term. We see this as brave people that are part of a project that will hopefully show how you can relocate a community. So there's a lot of things going on, but I think at the end of it, it really showed a lot of people that, you know, land is being lost, and it's because of climate change and you know, oil drilling, which is the whole other side to it. Will it change people's behaviors? It's hard to say. I don't think that any one film does that, but I think a lot of these films, you know, and if we keep telling these kinds of stories, I do think, you know, it makes a difference. I do think, you know, it changes people's behaviors and brings about change. But I think Lowland Kids is just a tiny little thing, you know, a tiny little film in an ocean of lots of films that are doing the job of also just like, I see Lowland Kids as a time capsule. Like, this place will cease to exist, right? And so I think what we're also doing as documentary filmmakers in some of these places is we're documenting things as they are now, because we know they are vastly changing. And so I think it's just important to keep doing that. And yeah, I hope Lowland Kids makes a little difference, but I think it's all of our, you know, commitment to this kind of work that makes the difference. So thank you. Stéphanie? Oui. Maybe just what Sandra said, that a film can change things, and I feel the same way, but I feel like it's like a accumulation, you know, it's like eating a nail again and again, and I feel it's that maybe can help us to change things. And I remember when I was younger, when I've seen it was I think Inconvenient Truth. For me, it was maybe the first documentary I've seen about the question of climate change. And as a younger version of myself, it was really something, oh, wow, I'm listening and I'm hearing that from the first time. But after seeing a second, another one, and then on news, and then you start to understand fully the question of the problem. So it's like every film is like a piece of a puzzle for me. It is. I think it's just like increased awareness, and I think we're all on a journey to just like learn more and more too as we go. I'm learning a lot too by just, you know, going in the field and see these things for myself. But yeah, I think it's just, yeah, you know, people just should be exposed to a lot of things, and I think from there is how you sort of change. Yeah. I'll just try to translate real quick, quicker than before. Donc, Sandra, ce qu'elle dit par rapport à son film comme outil de transformation sociale, mais elle dit, il y a une chose qui est arrivée avec son film, c'est qu'on l'a présenté à différents endroits, notamment des États du Sud, où il y avait peut-être des climato-sceptiques, gens qui ne croyaient pas vraiment que les changements climatiques existaient, étaient actuels, mais ça les a touchés, peu importe. Donc, c'est un film qui a réussi quand même à toucher tout le monde, peu importe d'où ils viennent politiquement, puis qu'est-ce qu'ils pensent du monde. Mais ça a aussi appris à des gens qu'il y avait aux États-Unis, c'est un terme qui semble être disputé, disons, mais des réfugiés climatiques. Donc, des gens qui n'avaient aucune idée que sur le territoire américain, il y a des gens qui étaient déplacés pour des raisons, en raison des conséquences des changements climatiques. Donc, elle nous disait, mon film a au moins présenté ce fait-là, appris cette chose-là. À savoir ensuite si le film va changer les comportements des gens, mais ça, c'est autre chose. Mais elle disait, puis Jérémy abondait en son sens, qu'il y a quelque chose comme une accumulation de documentaires qui nous permettent d'approfondir la conscience qu'on a de certaines choses, puis que par la force du nombre, peut-être que ça nous permet justement d'habiter le monde différemment, puis éventuellement peut-être de changer nos comportements. Does that inspire any comments from Nicolas, Charles?
I just want you to have the opportunity. Juste si jamais vous avez quelque chose à ajouter. Bah moi, pour rebondir là-dessus, c'est un peu ce qu'on disait. Je pense que en tant que cinéaste, l'information qu'on a reçue, puis qu'on arrive à un peu recracher, puis c'est un peu semer une petite graine dans la tête des gens et dire, moi, j'ai compris cet enjeu et j'essaie de le communiquer de la meilleure façon possible pour faire mon travail de conscientisation vers les autres. Donc c'est à peu près ce qui a été dit, mais je suis assez d'accord avec ça. Puis moi-même, en tant que consommateur de documentaires, je sais que presque à chaque jour, j'apprends une nouvelle chose et puis ça permet d'avancer. Donc c'est sûr c'est un outil de transformation sociale qui est hyper important et c'est notre arme et puis c'est hyper important de l'utiliser au mieux. Yeah, I totally agree with what Sandra said, and also what Jeremy said about I think it was before, but about this kind of puzzle. Every piece is kind of different. For example, in this Sandra movie, we have the kind of trajectory of two teenagers or young adults, and in Jeremy, we have like people who are directly acting right now. And for example, in Nicolas, we have some people who are protesting, and in mine is more the trajectory of someone. So I think it's just as far, and we can also talk about the Lost World movie. It's really a puzzle because they are really different, and at the same time they are all converting, I think. Converging, yeah. In the same fights, more probably. Mm-hmm. C'est vrai que c'est intéressant de voir que tous ces films abordent des sujets qui sont assez différents. Là, souveraineté alimentaire, un peu les belugas, l'érosion, l'exploitation du territoire par un autre pays dans le cas de Lost Land. Puis, excuse-moi, j'ai Courtney, le projet d'un éco-village. Donc, c'est tous des films qui partent sur des sujets différents, mais qui convergent, tu me dis, donc, dans la même direction. On travaille tous pour la même chose. Je voudrais savoir, à moins que vous aviez envie d'ajouter quelque chose sur le documentaire. Ah, pardon. I had one last question for you, Sandra. Who were your audiences? You said that you got to show your film to people in the South, so I'm guessing that you didn't only have like festival movie geeks. You had the chance to present your film to a larger audience. Is that correct? Well, when I said that, I just meant like, when we were playing in New Orleans Film Festival, a lot of people come up to attend that festival. And, just in the festivals that we were in across the US, I think we just saw that, it really resonated with people. I mean, we've reached quite a few people just with, like it was acquired by Huffington Post and they sort of released it, or it was acquired by Riot Films and then it was released on Huffington Post. And then since then, going on Vimeo with the staff pick and short of the week and all that stuff, I don't think it's reaching necessarily, some of these communities that I mentioned, but I mean, Lowland Kids has, because the Bernays have made sure that everyone around them has seen it. And when we come down there as a crew, everyone knows Lowland Kids. I actually, when I was having an interview with the executive director of this resettlement project, he said, yeah, we're making everyone watch Lowland Kids now if they come onto the project. So I thought that was quite cool. Yeah. So I feel like it's definitely gotten out there, but I mean, yeah. What was their reaction to the film? What did they say when they first saw the film? The family? Yeah. Oh, it was really sweet. Well, their reaction was, it's so emotional. It's so emotional. I think especially for the teenagers, they felt they teared up when they watched it. I think we were able to talk to some of the things too that they hadn't really talked to anyone about, the loss of their parents, but also just like, I think we portrayed their bond as siblings and as a family, I think with a lot of love, I hope. And so they were just really proud. It wasn't Howard, for instance, Howard, one of the subjects, was quite shy, when we were filming with him. And then a week ago when I'm back in Louisiana, it's just like
he's like, bring the cameras on, like I'm ready, you know, like I think they felt very seen by the film, and so, you know, that was their reaction. They felt seen, they felt, you know, respected and heard, and that's really all you can hope for as a filmmaker, you know, when you're working with people that are going through a lot. So yeah. Donc, c'est en train de dire que son film n'avait pas nécessairement été vu par les franges les plus climato-sceptiques de la société, là, parce que ça reste en festival, le Vimeo Staff Pick of the Week, le choix du personnel, bon, des endroits qui sont quand même pour des cinéphiles, mais quand même, le film a touché des gens, puis surtout, le film a été utilisé par la communauté elle-même sur des projets. C'est comme les gens qui veulent se joindre au projet de relocalisation doivent écouter le film. La famille a beaucoup, beaucoup aimé le film. Ils se sont sentis vus. Ils ont trouvé que le film était particulièrement émotif, sensible. Donc, elle dit que c'est ce qu'on espère en tant que cinéaste, réussir à faire sentir à nos sujets qu'ils sont vus. Je me demande, Charles, est-ce que ça a été ton cas aussi avec Courtney? Comment il s'est senti quand il s'est vu au cinéma? Je pense que c'est pas facile de se voir déjà. Après, en toute honnêteté, on n'en a pas vraiment parlé. Il m'a pas vraiment parlé de tout ça. Donc, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. OK. Pas de problème. Nicolas, toi, comment Douane s'est senti, les autres? Dwayne, c'est quelqu'un qui est très habitué aux médias. Je pense que vous avez vu qu'il s'exprime de façon assez claire, et puis il a une aisance devant la caméra, donc il n'y a pas eu de problème avec ça. De façon générale, je pense que les gens n'ont pas eu de problème à se voir, parce que je pense que leurs propos étaient tellement collés à eux que c'était même important, en fait. C'est une plateforme intéressante pour eux pour s'exprimer, donc ça a été positif là-dessus, vraiment. Cool. Puis, toi, je suis curieuse, Jérémy, est-ce que les gens te sont revenus? Parce que c'est quand même des conversations que tu as eues intimement, puis là, mis dans le film, ça crée une mosaïque avec différentes perspectives. Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, j'aurais donc aimé être dans telle réunion, j'aurais aimé entendre cette chose, je veux parler à cette personne-là. » Est-ce que tu as eu des retours, des gens que tu as Oui, en fait, au début, j'avais 4 personnages, en fait. C'est ça qui était. J'avais aussi j'avais 2 restaurateurs aussi dans le film. Mais pendant le montage, je me suis rendu compte que ça marchait pas finalement ensemble réellement, et que j'arrivais pas à trouver mon fil vraiment directeur. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur les gens qui produisent et font la nourriture. Donc, disons que par rapport aux personnages qui sont dans le film, il y avait déjà tout ce travail de devoir annoncer aux 2 personnes, bon, ben, hélas, vous n'êtes pas dans le film. Ça, c'était la première fois que ça m'arrivait, donc ça, c'est toujours un peu délicat, je trouve. Et surtout de faire comprendre que c'est pas parce qu'ils n'étaient pas bons, c'est juste, ce sont des choix qu'on fait. Mais par rapport à ceux qui sont dans le film, là, il en reste 2, et eux, ils se connaissaient pas, donc ils étaient très, très intéressés aussi de voir ce que chacun font à 2000 km de distance. C'est ça. Ils ont comme eu droit à une discussion à travers toi, non? C'est comme un... Oui, tout à fait. C'est ça. Et je pense qu'il y avait quelque chose de très... surtout pour Lil, qui se bat pour ce sujet-là depuis tellement longtemps. Il y a quelque chose vraiment de positif à ça. De voir les plus jeunes s'intéresser à la question, ce qu'elle défend, ça lui a fait beaucoup de bien, je pense. Cool. Ben, parlons-en justement des gens, d'essayer de capturer leur authenticité. On en a parlé un peu dans les dernières minutes, mais j'aimerais vous entendre. Vous avez fait le choix, pour certains d'entre vous, d'essayer de capturer le territoire, la nature. C'est quelque chose qui est quand même, en tout cas si j'étais cinéaste, qui me semble assez intimidant. On a beaucoup écrit sur la grandeur, le rapport sublime à la nature, quelque chose qui nous dépasse, qui nous inquiète à la fois. Qu'est-ce que ça fait pour vous essayer avec la caméra, à travers le dispositif cinématographique, d'aller rendre compte, puis d'approcher, d'aborder la nature d'une part, puis et ou, là, selon ce que vous préférez, si vous êtes capable de répondre sur les 2 fronts, allez-y, sinon choisissez votre camp. Mais donc la nature, puis d'autre part, il y a le même vertige par rapport à notre rencontre de l'autre, non? C'est d'aller capturer l'authenticité de la personne, avoir un lien, c'est profond quand même, l'être humain, c'est de l'approcher de la même façon. Est-ce que
est-ce que vous avez des choses à dire sur ce que ça vous a fait comme cinéaste, ce défi-là? La nature, puis autrui, l'autre. Je commencerai peut-être... Sandra, I wanted to start with you. I'm going to translate my question. So I was asking what it's like to, as a filmmaker, try to go and meet the territory or nature, something that's as immense and sublime and you know, like confrontational. It's huge, trying to meet nature with the camera as a director, and then also trying to go and meet the other, which could kind of provoke the same feelings of immensity and the challenges that are completely different, but also equally immense. So nature or the territory and the other, how does that resonate with you? What do you mean by the other? Like the people? People, sorry, yeah. Someone else. Yeah. Well, I just had never been to this part of the US. When I first went down to Louisiana, I was just so struck by it all, you know, going out on the bayou, you know, it's like you want to point the camera in like all directions, but you kind of have to like choose, you know, and you're on a boat and it's sort of like, well, do you want to see like these kind of trees or these kind of trees or alligators or, you know, and it's like, I want to see it all. And you feel, when you're in Louisiana, you feel the power of it a lot. Like the weather can change, you know, very quickly. You know, it can be super sunny and then like a storm will roll through and it'll rain like bullets. And then it just kind of, you know, passes away and the sky opens up and you have the most beautiful sunset, like, and it can all happen within a few hours. And I love that. I spend a lot of time in Puerto Rico, where I surf, and it's a little bit similar. You know, these tropical storms, they're kind of just a part of everyday life. They just kind of roll through, and then sometimes, of course, they can be very destructive. I think for me, in terms of, you know, meeting nature and wanting it to be a character in some way and like representing it, I think I just based my choices on like, you know, the places that the kids gravitated towards. You know, I would ask them, what's your favorite place on the bayou? And then we would go there and we would film. And, you know, that was kind of a lot of the decisions were based around that. Or, you know, Juliet wanting to go fishing, you know, and then, you know, saying, okay, well, we're just going to go with you doing that. And that turned out to just be the most magical scene, where you get a sense of, you know, this landscape that's so unique, where you have just alligators everywhere and, you know, just the most beautiful trees, and you're just like alone in this vast sort of sea of, the bayou. Like, it's so beautiful. And I don't know what else to say about it other than it's just quite gorgeous. I mean, for the feature, you know, last year was a really devastating hurricane season for the family and everyone in the area. And that's something that, you know, if that's going to repeat itself this year, which it could, which it probably will, you know, I definitely want to be there to capture it, because I think that's something that I really want to show people too. What's it like when you're packing all your belongings, you know, upstairs in your house and having to flee your home for a month, you know, while it's completely flooded and you don't know what you're coming back to. So I think, you know, we weren't able to tap into that as much in the short, just because, you know, we weren't filming during hurricane season. But I think for the feature, it's important to see that. And it's important to see how the land is affected by it. You know, that's really what's causing it. So yeah, I hope that answers the question. No, that's an awesome answer, but it makes me want to ask you another question. So I'll just translate and come back. Donc, elle disait qu'au début, tu arrives en Louisiane, c'est la première fois, le paysage est, t'as envie de fumer un arbre ou un autre, les alligators, puis il y a comme toutes ces choses qui sont très, très invitantes cinématographiquement, puis c'était comme pas clair par où commencer, mais finalement, ils ont décidé de prendre comme point de départ à chaque fois qu'ils allaient à la rencontre justement du paysage, de l'endroit, des intentions des personnages eux-mêmes. Donc, de
prendre comme point de départ un lieu qui était important, qui avait une connotation affective pour quelqu'un. Donc, par exemple, aller à la pêche, mais là, tu vas filmer à la pêche, puis finalement, tu réussis à avoir ce paysage, mais toujours des images qui sont incarnées quand même dans un affect, dans une activité du personnage. Des paysages qui sont toujours magnifiques, là, qu'elle disait. Donc, so I tried to translate my best. Now I want to know, what about your feature film? So I hear that from your short, you chose not to just go like randomly take images of beautiful things around you or the territory. You go fishing. There's something, it's like incarnated in someone's relationship to the land and to the space. Yeah. What about for the feature film? You need beauty shots, no? Yeah. Well, it's a little bit, it's a similar approach, but we are trying to take a little more of a narrative route, I guess, a little more. It's still a documentary, but it's we're following the family through this actual relocation process. And, a week ago we were filming on the site where they're building their new home, and, we're kind of getting to track all of that. I think in terms of representing the landscape, I think the approach will be similar. I think it's when there's a scene or a moment, or an action that feels natural to the people, and we are in this environment, that's when we're capturing it. But I really want to establish, I think, nature and the wind and the water a little bit more as a character for the feature. I'm thinking about ways in which, the camera can become the rising tide, and like, what does that do for our understanding? Can there sort of be some visual metaphors that we're using? We were filming some really beautiful reflections of some lights that were, reflecting onto the water surface, and it was really windy, so the water was doing like this, and when you're filming it, it almost looks like fire. And so I'm playing a lot with that, and trying to come up with ways where we can also show that, like, you really feel the temperament of the weather around you a lot in Louisiana. When there's no wind, you really feel it. It's really hot, it's muggy, the mosquitoes are everywhere. When there's wind, you really feel it. Sorry. No problem. We could really feel it. There's really a temperament to it. Yeah. Like, very perfect timing. Sorry, my boyfriend just dropped something, I think. That's okay. So yeah, just want to tap into that a little bit more, because I think that's important. It's also why Okay, go ahead. Sorry, something broke, so it's just the sound of it is a little. What was I gonna say? I think it's just important that we feel the power of weather a little bit, as much as we can, at least, because that's what surrounds them. I mean, it's like a constant threat. So yeah. Sorry, I'm like semi-distracted by yeah. It's okay. Sorry. I like that. I love it when life just comes in these Zoom meetings. Okay, so. Yeah, when life comes and breaks one of my favorite bowls. I know. No, it's okay. You really managed. Okay, you could be upset after this. No. All right. We're using it as a dog bowl, so I can't really complain. So yeah. Alors, ce que Sandra disait, je lui ai posé la question, bon, d'accord, pour le court-métrage, partir de la relation de tes personnages au paysage, à la nature, à leur environnement, mais pour le long-métrage, souvent on a besoin quand même de ce qu'on appelle des beauty shots, des images qui donnent l'ambiance, qui nous permettent de voir des choses, de sentir le temps qui passe. Comment tu t'y prends? Mais elle dit, oui, c'est ça, c'est un autre niveau. On part encore du rapport, de la relation des gens à leur environnement, mais là, il faut aller essayer d'avoir des images. Puis, pour obtenir ces images, ce qu'elle cherche, c'est des métaphores visuelles. Donc, elle évoquait 2-3 moments où est-ce qu'elle cherche à ce que la caméra devienne, si on veut, la marée montante, est-ce que la caméra devienne ou évoque, en tout cas de manière très sensible, le lien avec la marée montante puis les changements climatiques. Elle disait que la caméra
quand on filmait la marée, l'eau, le vent, ça avait l'air du feu finalement. Donc, d'essayer de chercher avec la caméra et de trouver des métaphores pour évoquer l'environnement, puis pour essayer de sentir. Elle parlait du tempérament, comme la personnalité de l'endroit. Elle dit que c'est très fort en Louisiane, peut-être à l'île Jean-Charles spécifiquement, mais quand il n'y a pas de vent, tu le sens. Il y a ce tempérament-là à l'environnement, puis sentir la température. Est-ce que, Nicolas, tu voudrais enchaîner avec la question donc de la nature? Comment ça a été pour toi d'aller... tu as des super belles images, hein, des belugas, justement, le fleuve. C'est sûr qu'il y a un côté intimidant là, à filmer le fleuve. Puis il y a des enjeux que je n'avais pas trop en tête au moment où je suis parti filmer, comme le vent. Il y a beaucoup de vent. Et j'ai tourné notamment à l'île aux Lièvres. Et une partie de mon film, on est sur la partie nord de l'île aux Lièvres. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à faire des captations de son. Donc ça fait partie des enjeux que je n'avais pas forcément eu en tête. Évidemment, il y a tout ce qui est éléments climatiques, la pluie. Ça m'est arrivé d'avoir de la pluie. Sur une semaine de tournage, à ce moment-là, en plus, on campait. Donc, il y avait tout ça à organiser. Ouais, les caméras n'aiment pas trop la pluie. Non, ça va. J'ai investi dans des boîtiers qui sont tropicalisés, mais c'est sûr que c'est jamais évident. Mais ouais, je dirais que c'est ça. J'ai aussi filmé sur des bateaux, sur un voilier notamment. Puis pareil, au bout de 10-15 minutes, j'ai réalisé que ça allait être compliqué d'avoir des images stables. Et je me prenais de plus en plus de vagues jusqu'au moment où je me suis pris une grosse vague et j'ai posé la caméra parce que c'était plus sécure. Puis tout ça, je l'avais plus ou moins prévu, puis ça faisait partie un peu du côté cinéma direct, donc c'était intéressant. Pareil, sur le traversier aussi, j'ai voulu faire des images sur le traversier, puis énormément de vent, puis j'ai décidé de ne pas mettre de trépied à ce moment-là pour être un peu plus discret. Et voilà, il faut jouer avec le vent, il faut jouer avec ces éléments-là, donc c'est intéressant. Puis ça fait aussi... à un moment donné, dans mon film, je fais une entrevue de Martin Poirier, puis je m'étais dit, je vais faire des images de lui au coucher de soleil. Et en fait, d'un coup, pendant peut-être 30 secondes, j'ai une espèce de halo magnifique derrière lui, parce qu'il venait de pleuvoir. Et puis là, pendant cette fenêtre de 5 minutes, j'avais une composition parfaite avec une belle lumière. Et ça, c'était magnifique, puisque je ne l'avais pas prévu, puis ça s'est passé. Donc, c'est les bonnes surprises d'un tournage. Ouais. Ça, c'est pour côté nature. Puis vraiment, moi, ça m'a permis aussi de mieux connaître en fait, le territoire du Québec, que je ne connaissais pas. Puis grâce à mon tournage, ça m'a amené à aller visiter ces lieux-là. Donc, c'est quand même génial. Ouais, c'est intéressant, ça. Mais comme Sandra, de découvrir un territoire en même temps que tu es là pour le documenter, il y a quelque chose de... Ça, c'est justement la documentation du temps présent. Tu n'as pas de recul par rapport à l'espace que tu rencontres. C'est intéressant. Ouais, c'est ça. Pas de repérage avant. Donc, c'est quand même des bonnes surprises. Ouais. Si tu veux, je peux dire 2 mots sur le fait de filmer des gens. C'est sûr qu'il y a des enjeux qui sont liés à conserver une certaine authenticité. Puis, c'est sûr que le type de cinéma qu'on fait qui est assez proche du cinéma direct, et on est parfois un peu intrusif. Et ça, j'en avais conscience. Puis moi, je suis parti avec l'équipe de Sea Shepherd. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation qui milite pour la protection des océans puis des écosystèmes marins. Et j'avais prévenu que j'allais partir avec la caméra puis que j'allais les filmer, ils étaient tous d'accord, mais c'est sûr qu'il y a des fois où il se passe des choses hyper intéressantes qu'on a envie de capter, et au moment où on sort la caméra et qu'on commence à enregistrer, on perd complètement ce truc-là, et ça, je pense que ça prend beaucoup d'heures de rush pour conserver cette authenticité-là, et ça, je m'en suis rendu compte, et il y a plein de fois, je me suis dit, mais là, c'est à ce moment-là que je devais avoir la caméra. Mais au final, je suis quand même content parce que ça a beaucoup d'heures de rush, mais j'ai réussi à tirer des moments qui me paraissaient authentiques, en dehors des entrevues cadrées, bien sûr.
Mais donc, ouais, il y a ce défi-là de quand filmer, comment les filmer. Est-ce que je préviens beaucoup à l'avance ou est-ce que je préviens sur le moment? Donc, c'est intéressant. On apprend beaucoup grâce à ça. Oui, j'imagine. Est-ce que Jérémy, toi, tu as envie d'ajouter quelque chose? Tu as une expérience avant ton film Zoom, là? Tu as déjà dû quand même sortir des caméras devant des gens. Est-ce que tu as envie de commenter qu'est-ce que c'est? Tu peux parler de ton film ici en l'occurrence. C'est quoi la différence entre sortir la caméra puis être ici capter ton écran Zoom? Ouais. Je te dirais que pour moi, c'est aussi la raison pour laquelle je fais du documentaire. C'est vraiment aussi ma question de donner la parole, je dirais, à des gens. Il y a tout ce rapport-là quand même aux personnes que je filme, moi, qui est très important dans ma démarche. Et j'ai pour habitude de passer beaucoup de temps avec mes sujets. Donc, c'est sûr que là, c'était 2 entretiens Zoom de 1h30. Donc, y avait pas, je perdais tout ce rapport-là. Et je perdais aussi tout le rapport au territoire, dans le sens où moi, pour mon film, le territoire s'est limité à mon salon et à ma cuisine. Ce qui était aussi intéressant pour l'expérience. Mais après, de façon générale, je trouve que c'est tout ce rapport-là à nos sujets, c'est tellement quelque chose qui est précieux et c'est quelque chose qui se construit aussi avec patience. Et ce que disait Sandra par rapport au personnage qu'elle a trouvé et cette intuition que cette personne-là que je dois suivre et qui va pouvoir porter la question, le sujet qui m'intéresse. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de quasiment magique par certains aspects, dans le sens où au fond, on le sent. Après, je sais que d'un réalisateur à l'autre, chacun aussi a un rapport différent à ça, dans le sens où moi, je sais que je suis moins intéressé par ce que j'appelle les personnages freak, un peu les monstres, dans le sens où, deux fois, je trouve dans certains documentaires, notamment depuis quelques années, il y a cette tendance à avoir des personnages un peu monstrueux, des gens qui sont tellement plus grands que la vie qu'ils en deviennent, pour moi, ils en deviennent parfois un peu terrifiants. Là, tu sais, les gens qui ont des vies complètement folles. Moi, j'aime les gens un peu ordinaires. Il y a quelque chose qui m'attire beaucoup dans les gens qui sont ordinaires, mais qui font des choses extraordinaires sans s'en rendre compte. Et moi, c'est le genre de personnage qui m'intéresse. Et même dans le Covid, l'alimentation de demain, pour moi, il y a un peu de ça. Ils font des choses qui, pour moi, sont extraordinaires, même si ça n'a pas l'air de grand-chose comme ça, mais ils participent à un changement aussi. Et donc, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup en tant que cinéaste. Donc, j'aime trouver ce genre de personnage-là. C'est quoi ton expérience, la différence justement entre capturer justement ces vies ordinaires qui font des choses extraordinaires avec une caméra? Parfois, ça vient, j'imagine, avec une forme d'humilité, peut-être parfois une fermeture ou une hésitation. Puis d'autre part, sur Zoom, là, tu sors pas la caméra, tu les invites à te parler. C'était quoi pour toi? Je te dis que d'habitude, il y a tout un... pour moi, en tout cas, quand je filme mes personnages, des fois, on peut... Tu sais, ils sont peut-être pas romanesques au premier coup d'œil, mais pour moi, c'est la façon dont je les filme, j'essaie de les rendre romanesques. Donc, c'est là où aussi, en faisant un film, on a ces outils-là, que ce soit la musique, le cadrage, le montage, et j'aime en faire des personnages justement qui sont impressionnants, mais qui ont cette humilité-là, parce qu'ils n'en ont pas conscience, forcément, de ça. Donc, c'est ce contraste-là qui m'intéresse entre la forme du film qui va pousser ce côté héroïque et eux, dans leurs paroles, dans ce qu'ils sont, qui ont justement cette simplicité-là. Donc, c'est sûr que dans le cadre de ce film-là, j'avais pas ça, parce que ma caméra, c'était Zoom. Donc, là, j'étais plus juste sur la parole. Mais pour moi, c'était important de montrer qu'il y avait, pour eux, c'était une démarche d'une vie. Là, il y a quelque chose, toute leur vie est dirigée vers ça, comme dans le film de Charles aussi. Il y a des gens qui ils mettent toute leur vie en ordre selon leurs croyances, qui sont des croyances beaucoup sociales, pas religieuses. Mais et je suis très admiratif de ça. Et quelque part, c'est en montrant des gens qui sont aussi convaincus et dévoués, je trouve que des fois, ça peut être un peu décourageant je trouve, en tant que spectateur. Donc, c'est important souvent de trouver des gens qu'on regarde pas trop comme ça, là, et qu'on regarde un peu à notre niveau en disant, ah, mais moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux faire quelque chose. Là. Des gens qui ont pu s'identifier plus facilement. Vraiment. C'est intéressant. Je suis curieuse de savoir, justement, Charles,
toi, tu disais tout à l'heure que tu avais fait le choix délibéré de faire un film qui était un portrait, là, tu te concentrais sur la personne, il y a des scènes de nature, des animaux et des choses qui se passent, mais comment ça a été? Est-ce qu'il s'est refermé? Est-ce que c'est quelqu'un un peu extraordinaire quand même? Tu disais que les compétitions de robotique, il y avait comme quelque chose de grand quand même autour de cette personne. Est-ce que tu as rencontré je sais pas, ce paradoxe, cette ambiguïté entre l'ordinaire et l'extraordinaire? Je sais- hum, ce qui a été intéressant avec Courtney, c'est notamment sur l'évolution de son discours. En fait, moi, c'était comme je dis, c'est un premier film, c'est une première expérience de cinéma, et du coup, il y a eu pas mal de fois où en fait, je me questionnais sur les entrevues qu'on avait fait, et où je me suis pas mal dit, bah en fait, il va falloir en refaire une dans un autre cadre, etc. Et aussi est venu un moment la question de est-ce que je reste sur le lieu un peu ou pas. Et à un moment, j'ai fait le choix, j'y suis resté 2 ou 3 semaines pendant en fait le tournage de ce film et où ça a rendu pour le tournage en tout cas les choses beaucoup plus évidentes en fait parce qu'il y avait ce besoin d'être là tout le temps, de saisir des moments parfois anodins mais qui permettent de comprendre et aussi du coup de permettre au personnage de s'ouvrir. Après dans le film on voit que Courtney mais il y avait d'autres gens du coup comme j'en parlais dans le lieu, certains qui voulaient pas être à la caméra mais j'avais aussi besoin d'être en harmonie avec eux pour avoir le reste. Et après, pour Mhm. ce qui est du rapport au territoire, je trouvais ça intéressant parce que moi, déjà la météo est très clémente ici, c'est chez moi, donc je me sentais particulièrement à l'aise. Et en plus, j'ai fait le choix de filmer dans le lieu, quasi essentiellement dans le lieu, qui fait 8 hectares, donc qui est assez large. Et en fait, après certaines scènes de tournage, je me baladais tout seul avec ma caméra et je cherchais juste du mouvement, des petits insectes, des petites choses qui donnaient de la vie à ce que-là. J'étais assez intéressé par tout est fait à partir de récup, il y a des chantiers, des trucs qui sont pas finis, des trucs un peu dans tous les sens. Et je trouvais ça beau en fait et de le montrer. Et pour un petit peu, c'est pas retourner la question, mais moi où j'ai été impressionné et très mal à l'aise, c'est dans ma scène d'introduction qui se passe à La Défense à Paris, donc le quartier des affaires parisien. J'en garde un souvenir assez, c'était pas une expérience super agréable. Ah ouais, raconte-nous. Peut-être parce que je suis plutôt de la campagne. C'est un film que j'ai fait tout seul. J'étais toujours tout seul. Là, sur Paris, j'avais un ami avec moi. En fait, je me sentais, après, c'est ce que je recherchais dans mes cadres, dans certains plans, de se sentir un petit peu écrasé par la foule, par les bâtiments, etc. Et c'est ça qui m'a impressionné, en fait. Ça, c'était quelque chose où je pense que si j'avais d'autres tournages à faire en ville, en fait, je les préparerais différemment. Alors que filmer la nature, c'est comme Mhm. un petit, je sais pas comment dire, un jardin très 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 confortable. Est-ce que ça te donne envie de faire un film sur la ville ou c'était pas un défi invitant, c'était comme un défi repoussant pour toi? Ouais, dans des formes peut-être plus expérimentales ou des choses comme ça, à fond. Vraiment OK, beaucoup. il y a quelque chose d'inspirant quand même. Ouais. Euh, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur les répliques? Est-ce que vous avez des questions à vous poser? J'étais contente tantôt, Nicolas, de t'entendre poser la question à Sandra. Ouais, peut-être pas poser des questions, mais parler du film Lost World, pour le coup, Ouais. bah, j'ai pas mais j'aurais été vraiment curieux, en fait, de poser des questions, à la personne qui a fait le film, justement, ce rapport au territoire, où on est en plus sur un territoire qui se détruit à petit feu, qui se fait voler quelque part. Et puis, elle, pour le coup, il y a eu un usage énormément de drones. J'aurais bien aimé un petit peu aussi savoir ce choix-là. Enfin, pour moi, ça marche à fond. Et puis, c'est d'une immensité totale. Et c'est en perdition totale. Et puis, ces scènes ensuite, comment elle a fait. Moi, ça m'avait assez retourné le moment où il y a du coup la personnage qui parle, qui sent les fleurs à Singapour dans cette Mhm. jungle artificielle et qui se dit ah, c'était comme ça sent ça. Moi, ça m'avait vraiment, enfin, pour moi, ce rapport-là au territoire qui a été volé pour être mis ailleurs, grossièrement, je trouvais ça vraiment fascinant et très, très fort cinématographiquement. Absolument. D'autres commentaires d'ailleurs sur Lost Worlds, on n'en a pas beaucoup parlé finalement. Mais moi, je rejoins vachement Charles Ouais. là-dessus. Et même le fait qu'elle se rende à Singapour et qu'elle se dise, en fait, là, c'est nos terres un peu volées, c'est assez choquant. Puis la thématique du sable, là, c'est quand même assez fou de se dire que, il y a des villes comme ça dans nos pays développés qui, en fait, pillons
des terres de pays en voie de développement. Et ouais, ce film j'ai eu un bel écho sur moi. Ouais, c'est assez émouvant. Merci. Est-ce que vous avez... J'avais une vas-y. question Ouais. pour Sandra. Sandra, I was wondering how, because in Louisiana, the oil industry is so strong, and a lot of people are working for oil industry. How do you feel people can connect these two things between how their land is changing and the work they are doing? It's really difficult. It's difficult for everyone because it's their livelihood. Even Juliet's boyfriend, Cullen, and Howard were working on the oil rigs, until recently. And I think there's a lack of opportunity in terms of jobs in that area. And I'm so sorry, someone's doing garden work now. But I think that there's definitely an understanding amongst the residents that the oil and gas companies could have done this in a very different way. Part of the issue is that they're digging these canals and then they're not, I think from my understanding, closing these pipes, which they're supposed to do. They're just kind of leaving them there. And so there's a lot of cleanup work. And again, I'm not sure on the specifics, but there's a lot of basically cleanup work that they're not doing because it costs money. And once they've taken the oil they can get, it's, they just move on. And these canals is really what has led, whenever there's a rising tide or high tide, the water just has all these ways to just enter. It's just all these canals have been created, and the residents are definitely very aware of that and very upset with that. But there's not much they can sort of do. I mean, they also know they don't have a lot of power to make any of those demands. But if you ask anyone, on Ile de Saint Charles or the surrounding areas, they are definitely upset with those companies and how they have gone about it. On the new site where the family is moving to, the family was promised a big, beautiful backyard that would feel like the bayou. And it sort of feels like that. Half of it feels like that. And then there's a big Chevron building, which is obviously a big oil and gas company. So they're basically staring at this big container that has the Chevron logo on it. So yeah, it's just crazy how the two things coexist, kind of. This beautiful land and then these companies that have so much control, and that aren't really, they don't really care, what they're leaving behind. And I think that's the sad part, and that's what people are very upset with, because there are other ways to do it. So hope that answers the question a little bit. No, thank you. Thank you. We're almost, it's already 6:15. We're almost finished with our discussion, but I still like to hear you. I'm going to merge our two last parts to ask you if your film was to disappear and you were to be the last incarnation, the last space for your film, what would be that? What does that mean in a sentence? If you could kind of synthesize your film in a sentence, what you've learned from it, what it is, and then tell us what needs to be done, right? What needs to be done, what mobilization needs to happen, what you see for the future, for this to make sense, and for this to to make sense. Yes, this is how I'm going to say it. Les autres, donc je vais juste prendre ensemble les deux dernières questions. Si votre film était pour disparaître, puis qu'il n'existait qu'en vous, à quoi est-ce que ça se résumerait en une phrase, si vous êtes capable de porter les apprentissages ou ce qu'incarne votre film, puis de nous partager quelques mots sur quelle mobilisation, qu'est-ce que vous voyez pour le futur par rapport au sujet que vous avez choisi pour votre documentaire. Donc,
on est un espace, on se veut un espace d'émergence, d'initiative citoyenne. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui ont envie de se mobiliser, puis de participer à la transformation puis à la transition écologique? On peut commencer par Sandra. Would you like to tell us? Sure, I'll start and I'll try to keep it short so everyone can talk. I think if I've been left with one thing and the film were to disappear, I think it would be like family, like just the word family or the power of family. I think, the film just taught me a lot about the power of family, and I really do feel that, you know, the Bernays have become like family to me, and so yeah, that's what I would, you know, take away from it. And I think they would feel the same even if the film didn't exist, or at least I hope so. In terms of mobilization and what people can learn from it, I think I'll go back to what I said earlier. I just think these films are important in educating people on, you know, what's going on around the world. I think, you know, there are many people in the US that may be unaware that, you know, climate change is sneaking up on them in the night. And so I think this film hopefully shows that. I mean, on a larger scale, I do hope that, you know, with our Biden presidency and presidents to come, that the oil and gas companies can be held more accountable for their destructive behaviors. And I hope that people can, you know, be more aware about their footprint on the day-to-day. I mean, I grew up in Denmark, and you know, it's very different there culturally in terms of recycling and your CO2 footprint and all that stuff. You know, is sort of, it's ingrained in you that you think about those things, and you know, that you don't need all these things and all this stuff, and you know, and so yeah, I hope that, you know, just lots of great films will, you know, point people in that direction, and we can all become a little more aware of, you know, the difference that we can make. So yeah. Thank you so much. Alors, Sandra nous disait que si elle avait à résumer son film, ce que son film lui a laissé en un mot, ce serait la famille, le pouvoir de la famille. Elle dit même que la famille Renée est comme devenue une famille pour elle. Puis que, bon, voilà, c'est ce qui lui reste. Maintenant, à savoir, en termes de mobilisation, qu'est-ce qui doit arriver? Mais elle parle d'éducation, donc c'est important pour elle là, d'amener ce message-là, de rappeler l'existence réelle des changements climatiques, puis l'importance de faire quelque chose pour freiner les bouleversements climatiques, donc l'éducation. Puis elle évoquait, donc en ce sens-là, la nécessité de prendre conscience, puis de sensibiliser les gens à leur empreinte écologique. Donc, elle disait qu'elle est née elle a grandi au Danemark. Et là-bas, ben, les gens, ils ont tous conscience de leurs gestes, de leur empreinte, de leur impact. Donc, puis du fait que ça fait une différence quand on fait attention. Donc, peut-être inviter les gens à prendre toujours davantage conscience de leur empreinte, puis de favoriser donc, les messages qui vont en ce sens-là pour l'éducation citoyenne. Maintenant, est-ce que qui se sent d'attaque? Je dois voir Nicolas. Oui. Alors, pour synthétiser mon film, moi, c'est vraiment la sensibilisation au son, au bruit des moteurs qui a un impact direct sur les mammifères marins. Évidemment, c'est un problème très précis. Il y a plein d'autres raisons de la diminution de ces espèces, mais moi, je me suis vraiment intéressé à cela. C'est sûr que c'est intimement lié à nos modes de consommation, puis que, comme Sarah disait, ça passe par un changement de nos façons de consommer, peut-être tendre vers une forme de décroissance, parce qu'il n'y a que par là qu'on pourra vraiment sauver nos écosystèmes. Puis je voudrais juste dire quand même que, pour être un peu optimiste, là, je prends le cas de mobilisation citoyenne qui sont produites récemment et qui ont, par exemple, qui sont en voie de stopper le projet GNL au Saguenay. Je pense que c'est important de garder un espoir et de rester assez positif face à ces choses-là, parce que on voit que ça marche quand même, que
que ben, c'est ça, plus on est au fait de ce qui se passe, plus on peut plus on peut faire corps avec ce problème. Et là, en l'occurrence, ça fonctionne. Donc ça, c'est quand même ultra positif. Mais c'est ça. Sensibiliser, toujours, hein? Vraiment l'éducation, la sensibilisation. Puis, oui, merci pour ce rappel. On parlera tout à l'heure d'ailleurs de GNL Québec, mais donc on garde espoir. Toi, tu dis le son, mais aussi une forme de décroissance. So Nicolas is talking about degrowth here. I don't know if this means anything to you, Sandra, but donc décroissance. Maintenant, Charles, est-ce que tu veux nous raconter quelque chose? Tu disais d'ailleurs. Sorry, did I miss something? No. I just wanted to translate the center of what Nicola was talking about. So mobilization, education, making people aware, and eventually perhaps degrowth, seeing our consumption habits and so on. Charles, veux-tu nous parler un peu de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là, au Mal-Ouestan, puis quelle mobilisation, puis aussi qu'est-ce que ton film te laisse en une phrase? Bah, pour ce qui est du Mal-Ouestan, ça fait un certain temps, là, comme je disais, que j'y suis pas retourné. Mais c'est un projet qui a énormément d'ambitions, mais des ambitions saines. Et notamment, par exemple, sur tout ce qui va traiter de la violence animale et de la maltraitance animale. Par exemple, j'ai pas énormément développé l'antispécisme, quasi pas du tout dans mon film, mais c'est un lieu qui s'ancre dans cette démarche-là. Et quand il parlait de refuge, c'est pas des petits mots pour faire joli, c'est vraiment un refuge où ils ont énormément, enfin en tout cas pour le moment ils ont pas énormément d'animaux, mais ils en ont beaucoup et ils comptent en avoir de plus en plus. D'où le fait que eux appellent notamment à des dons, car c'est quelque chose qui prend énormément de temps et énormément d'argent. Après, pour faire assez court sur ce que moi je garderai du film, c'est enfin, en ayant conscience que le modèle dominant, que ce soit par exemple l'évolution carriériste de Courtney, euh, c'est pas du tout en phase avec les défis climatiques qui nous attendent, mais pas seulement les défis démocratiques aussi et d'autres. Je pense que il en parle, en fait, c'est juste redonner certaines lettres de noblesse, entre guillemets, au terme radicalité. En fait, juste pas avoir peur de se sentir complètement en marge, complètement radical. C'est pas un mot pour moi qui a une connotation péjorative, même pas du tout. Et, euh, et en fait, Jérémy en parlait sur un peu comment tu étais impressionné, fasciné par ces gens qui agissent, en fait. Moi, c'est ça que j'ai envie de retenir de Courtney le plus, c'est à quel point, en fait, il agit comme il pense. Moi, je sais que personnellement, je me mets facilement certaines barrières. Lui, pas du tout, et je trouve ça très, très inspirant. Et pour terminer, en fait, tout ça, je dirais que ce qui est essentiel, c'est de s'autoriser à croire qu'on peut encore changer les choses, aussi difficile soit-il, parce que je parle là pour ma génération, je parle personnellement, mais pour moi, quand on voit les chiffres, c'est assez difficile de sentir qu'on peut encore avoir un impact. Mais en fait, c'est la seule chose qui nous reste. Donc, s'y attacher et vivre les initiatives locales. Moi, personnellement, c'est ce qui m'anime. Wow, quel beau mot de la fin, merci. C'est super inspirant. Ça fait écho avec le film qu'on a présenté en ouverture du festival, Une fois que tu sais, là, qui nous montre qu'on sait que la catastrophe, elle est là, on sait que les choses seront plus jamais les mêmes, on sait qu'éventuellement, il va y avoir une sortie forcée ou non de la civilisation industrielle, mais qu'il n'y a rien d'autre à faire que de changer. Donc, il y a une alternative. C'est touchant pour moi aussi dans ton film quand on entend Courtney dire c'est des mesures palliatives. Là. Je me fais un peu d'argent, mais c'est ma dernière contribution au système. Il y a comme le génie informatique, le mot système existe beaucoup dans sa pensée, on dirait, puis c'était intéressant. C'est une chance qu'il a aussi. Il a des capacités assez incroyables là-dessus. Et en fait, c'est aussi ça. En fait, il a besoin du système encore pour s'en défaire. Parce que lui, l'argent qu'il a besoin, et il a besoin d'argent, c'est dans une optique de ne plus avoir besoin de ça. Donc, ouais, quand il avait choisi son terme palliatif, je trouvais que ça avait énormément de sens. Et c'est pour ça que je l'ai mis aussi au milieu du film. Parce que le rapport à l'argent dans le film est quand même important. Parce que, bah,
malheureusement, on a besoin de bras avant tout, mais aussi d'un peu d'argent pour construire ça. Merci. Veux-tu nous faire le mot de la fin, Jérémy? Qu'est-ce que ton film t'a laissé? On sait que l'agriculture, c'est quand même au cœur de notre activité, de l'activité humaine, puis de notre survie. Qu'est-ce qui arrive quand on vise des circuits courts? Qu'est-ce que tu souhaites comme mobilisation? Puis qu'est-ce que ton film te laisse? Je pense que pour moi, de façon générale, par rapport à ces questions-là, notamment environnementales, il y a souvent cette impression d'impuissance et qui est, je trouve, très difficile, de plus en plus difficile à supporter avec le temps, parce maintenant, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Il y a eu tellement de films sur le sujet, on en parle quand même très souvent. Donc, pour moi, me concentrer sur quelque chose de plus petit, comme l'alimentation, quelque part, ça m'a fait du bien aussi de dire, on peut quand même faire des choses à un niveau local qui ne nécessite pas forcément de jeter tout son mode de vie, parce que je pense qu'il y a des gens comme Courtney, par exemple, on a besoin de ces gens-là qui font des choix radicaux pour nous montrer des autres voies, mais soyons réalistes, le monde entier ne va pas suivre ce chemin-là, et que ce soit bon ou pas, là je sais pas, c'est pas la question, mais ils peuvent nous montrer d'autres voies possibles, et ça nous force, nous, à nous questionner sur notre mode de vie. Donc, pour moi, je garde vraiment cette idée-là il faut commencer petit, il faut faire des choses sur lesquelles on a un contrôle, sinon on se sent très vite dépassé et on abandonne aussi très rapidement. Et de façon générale, je pense par rapport à ces questions-là, on a besoin de messages positifs. Moi, je suis un peu fatigué des films environnementaux qui me donnent l'impression de regarder un mauvais blockbuster américain. J'ai envie d'entendre des films, d'écouter des films qui m'encouragent et qui me donnent envie de passer à l'action, et non pas qui m'écrasent sous le poids de leur anxiété, là. Donc, je trouve que c'était quand même ce qu'on voyait dans tous les films, peut-être un peu moins de Lost World, mais qui n'est pas non plus un film déprimant, mais ils avaient quand même en commun d'avoir des gens qui sont dans l'action, et ça, je trouve que ça fait du bien de voir des gens dans l'action. Merci. En tout cas, merci d'avoir été dans l'action et d'avoir fait vos films, parce que ça, c'est clair que ça nous aide, là, à Cinévert. Les spectateurs, spectatrices sont toujours très contents de recevoir cet oxygène-là, puis de se rencontrer autour des films. Malheureusement, on n'est pas en salle, mais si ça peut le public est plus large quand c'est virtuel. Vous touchez un plus grand public que vous ne rencontrez pas. Mais merci d'avoir fait vos films. Merci aussi d'avoir participé à la discussion. Franchement, merci Sandra, merci Nicolas, merci Charles, Jérémy. Merci à l'équipe de Cinévert qui a fait un festival aussi sans le plaisir d'aller rencontrer ses spectateurs. Merci Cinévert, merci à vous, merci aux partenaires aussi, ça je dois les remercier avant qu'on se quitte. Merci au gouvernement du Canada par l'entremise d'Affaires mondiales du Canada, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal et le ministère des Relations internationales et de la francophonie. Merci à la Caisse d'économie solidaire des Jardins, à la FTQ, à la Maison du développement durable, à l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie et au Festival Regard, festival spécialisé dans le court-métrage, qui a collaboré donc à la présentation du programme court de ce soir. Merci à nos partenaires médias, les radios universitaires Choc et CISM, à la radio communautaire CIBL, et merci bien sûr à la Fabrique culturelle qui a hébergé ces films cette semaine jusqu'à vendredi, je le rappelle, et à la Galerie d'art Galéa, qui sont des partenaires essentiels du festival. Je vous rappelle que Cinévert, donc, ça se poursuit jusqu'au 24 avril 2021, dans 4 jours, une formule exclusivement en ligne pour les raisons que vous connaissez. Donc, vous avez jusqu'à vendredi pour voir les films du programme court sur la Fabrique culturelle. Vous avez aussi jusqu'à vendredi pour voir d'autres films. Vous pouvez aller voir sur le site internet de Cinévert la programmation, ce qui reste à voir. Vous pouvez aller voir sur Tank, il y a une section particulière pour Cinévert. Vous allez voir les films qui y sont. Et je vous convie aussi à une discussion, pour ceux que ça intéresse, justement, GNL Québec, présenté ce soir à 19h30 en marge du film Le Dernier Tuyau, une sorte de road trip cinématographique qui fait l'enquête sur GNL Québec, le projet controversé de pipeline de gaz naturel. Vous pouvez poser vos questions aux cinéastes et aux intervenants du film qui seront avec vous sur le Facebook Live. Donc, allez voir le site Internet, suivez la page Facebook. Puis, merci encore. Merci Sandra, Nicolas, Charles et Jérémy. Thank you so much. Thank you. Thank you for the language flexibility. Yeah. Merci, au revoir.